Une introduction à la phénoménologie de l'esprit, partie 2. Certitude sensible. Le premier geste d'appréhension du monde par la conscience, ou plutôt le premier état de la conscience, est la certitude sensible. La conscience saisit tout ce qui se présente à elle, mais nous devons avant tout observer ce qui se présente à elle de façon immédiate, soit le sensible. Laissons de côté pour l'instant le terme de certitude, nous y reviendrons plus tard. Le sensible pourrait également s'appeler le donné. Le sensible est ce qui se donne à la conscience, d'abord passive. Plus que le terme de sensibilité, ce qui importe ici est le caractère d'immédiateté, la fonction inaugurale de cette étape de la conscience, qui ne mène d'abord aucune action, aucune réflexion. Par la suite, toute la vie de la conscience consistera à réfléchir, mais il faut s'efforcer de nourrir cette notion de réflexion pour qu'elle ne reste pas bêtement synonyme de faire tourner ses méninges. En effet, les méninges ne tournent pas à vide pour le plaisir de tourner dans des directions indifférentes. La réflexion sera, n'ayons pas peur des mots, un acte technique qui consistera pour la conscience à refléter en elle-même différents moments logiques afin de déployer leur sens. La conscience naît dans la naïveté du sensible, dont l'insuffisance l'amènera à réfléchir jusqu'à la sagesse du savoir absolu, mais elle est d'abord tout entière le sensible, soit ce qu'elle trouve en premier lieu. Notons également qu'elle n'a pas exclu de son appréhension ce qui serait autre que du sensible, car nous allons découvrir que tout ce qui est d'abord et aussi du sensible. Qu'est-ce que le sensible ? Avant tout, le terme de sensible n'a ici rien à voir avec l'émotivité ou la vulnérabilité. Cela peut paraître évident, mais le souligner est moins ridicule qu'il n'en a l'air. Il faut en effet soigneusement rejeter tout ce qui n'est pas le sensible selon sa définition conceptuelle. Nous devons écarter à ce stade non seulement cette connotation romantique du terme, mais aussi toute idée de sentimentalité, de plaisir, de jugement, de préférence. Il s'agit de sensibilité au sens de perception du monde par les 5 sens. Cependant, il s'agit d'un stade du concept qui n'est pas la perception, mais qui la précède et la fonde. Il est très difficile et stimulant de s'exercer à retrouver ce stade premier de notre appréhension du monde, en ceci que nous sommes toujours portés par l'habitude, par des réflexes de pensée, par notre éducation, etc., au-delà du sensible pur. Tenter de retrouver une pure perception à laquelle on ne rajoute aucune idée, aucun sentiment, aucun intérêt est déjà ardu, mais retrouver le sensible pur en amont de la perception est encore plus délicat. Notons qu'il n'y a ici aucune utilité à distinguer entre la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. L'humain pourrait avoir 2 ou 3 sens en plus ou en moins, la vie en serait peut-être enrichie ou appauvrie, mais la nature de ce qu'est le sensible resterait inchangée au regard du concept, car le sensible qui nous intéresse ici a moins à voir avec l'organe de la sensibilité
qu'avec la notion logique d'immédiateté, soit littéralement de non-médiation, de non-réflexion. Maintenant, inspirons profondément. La démarche exige de nous un effort de concentration et une sincérité d'abandon pour défaire et désapprendre tout ce que nous croyons savoir. Elle nous donne un rendez-vous auquel il est exigé de venir seul et nu. Même les connaissances les plus certaines, même et surtout les convictions les plus chères, doivent être délaissées au profit d'une confiance aveugle et vierge, sans laquelle le concept, plutôt que de nous dévoiler le véritable lieu de naissance de la conscience, nous regardera, silencieux, nous égarer dans les implications infinies du préjugé qu'on aura omis ou refusé de lâcher. Si nous consentons et parvenons à ce dépouillement authentique, alors, au moment même où notre conscience n'est plus rien, nous découvrons que nous sommes déjà sur le lieu de rendez-vous. À ceci près qu'il n'est pas un lieu, il est justement ce néant pur qui seul permet de retrouver le tout. C'est lorsque la conscience est vidée de tout contenu, de toute préférence, de toute présomption, de toute présence, qu'elle peut renaître et découvrir ce qu'est une appréhension totalisante du monde. Nous y sommes. Il ne fait ni chaud ni froid. Il n'y a ni crainte, ni espoir, ni vie, ni mort. Pas l'ombre d'une couleur, ni d'un timbre de voix. La phénoménologie de l'esprit commence alors que la conscience ouvre les yeux pour la toute première fois. La conscience immédiate ou le sensible. On pourrait croire que ce premier stade est flou et incertain, puisqu'il est le tout, mais le tout qui en même temps n'est rien en particulier. En effet, la saisie du tout est d'abord celle du tout indifférent, c'est-à-dire dans lequel toutes les différences sont noyées, parfaitement indistinctes. Cependant, et contre toute attente, ce concept est parfaitement net, stable et opérationnel. Il est en effet ce tout qui n'est rien, mais il est très précisément ce tout qui n'est rien. Il est le point de départ unique et parfait à partir duquel il devient possible de penser diverses déterminations à l'intérieur de l'universel. Rappelons ici que nous ne devons pas chercher, dans la démarche conceptuelle qui est la nôtre, des objets ou des idées qui nous plaisent parce qu'elles seraient jolies ou même utiles. Ce n'est rien d'autre que l'universel que nous regardons. L'universel dans ses métamorphoses et ses contradictions, mais l'universel néanmoins et exclusivement. Le sensible, c'est déjà le monde, mais tel qu'il est pris immédiatement, sans recul, sans réflexion. Dans le monde sensible, on ignore encore qu'il y a de la contradiction
dans les choses. Lorsqu'on s'étonne, avec Héraclite, de ce que le fleuve est toujours le même fleuve, alors que l'eau qui le compose est toujours différente, on a déjà dépassé le pur monde sensible pour entrer dans l'entendement, qui cherche la cohérence par-delà la contradiction observée. Et la contradiction observée, c'est, comme nous le verrons, l'étape intermédiaire de la perception, c'est-à-dire le monde sensible qu'on saura alors être contradictoire. Mais pour l'instant, nous n'avons affaire qu'à l'universel intact, qu'aucune contradiction n'a encore brisé. Le passage du monde sensible à la perception puis à l'entendement ne consistera pas à quitter le prétendu monde extérieur qui ferait face à la conscience pour aller vers un soi-disant monde intérieur qui serait la conscience. Rien ne nous permet ni ne nous invite à penser que la réalité sensible existerait en dehors de la conscience. Rappelons-nous bien que la chose et le savoir sur la chose sont d'abord présupposés comme ne faisant qu'un. Ou, plus exactement, et à l'inverse, il n'y a d'abord aucune raison de présupposer qu'il y a une distinction à faire entre les deux. La conscience est donc envisagée ici comme le tout qui, avant toute distinction d'aucune sorte, réunit en lui ce que nous appelons parfois, maladroitement, le monde extérieur et la conscience intérieure. La perception sera ensuite la prise en compte de différentes déterminations contradictoires découvertes dans le sensible. L'entendement, quant à lui, sera la mise en perspective de ces différentes déterminations sensibles. Mais n'anticipons pas et revenons au sensible lui-même. Le monde sensible est pour la conscience et à ce stade premier, le monde tout entier. Même des phénomènes non sensibles a priori sont toujours d'abord et jusqu'au bout aussi sensibles. Un phénomène politique, par exemple une nouvelle loi, n'est accessible à la conscience que parce que cette réalité sociale passe aussi par le sensible. Elle est aussi du sensible. C'est l'image d'un ministre devant un pupitre sur un écran, accompagné de mots qui, quoique chargés de signification, sont aussi des sons subtils qui viennent frapper nos tympans. La mise en œuvre de la loi aura ensuite à son tour une multitude de conséquences visibles et palpables dans la vie quotidienne des citoyens. De même, un phénomène amoureux, aussi riche et profond soit-il, passe par un regard, une caresse, un parfum. Il faut donc bien prendre le temps d'envisager le monde sensible dans toute son étendue. Il ne s'agit pas d'un socle fragile qu'on pourrait mépriser sous prétexte qu'on le devine appelé à être dépassé. Il n'est que le point de départ de la phénoménologie, mais toutes les étapes suivantes du parcours s'inscriront en lui et lui seront à jamais redevables. Et même l'esprit absolu, tout en dépassant de très loin, de très haut le monde sensible, ne le quittera pour autant jamais une seule seconde. La matière n'a pas à être dévalorisée par rapport à l'esprit, puisqu'elle est son incarnation même. Il n'existe de ce fait rien en dehors du sensible, pourvu qu'on réussisse à l'envisager au sens le plus large. Il n'existe que le sensible immédiat pauvre,
c'est l'objet de ce chapitre, et le sensible réfléchi qui s'enrichira à l'infini de nouvelles couches de signification jusqu'à accueillir en lui l'esprit absolu lui-même. Le sensible tend d'abord, cependant, à résister, hélas, à cette saisie profonde et entière. En effet, puisqu'il se donne à travers le temps et l'espace, il est toujours incomplet. Il est toujours ceci ou cela. Regarder une chose, c'est toujours ne pas en regarder une infinité d'autres. Ce n'est donc que par l'esprit, paradoxalement, que nous allons pouvoir saisir le concept du sensible. Nous allons le voir, c'est justement là toute la problématique et la contradiction du sensible qui pousseront la conscience à avancer au-delà de cette appréhension simple et immédiate du réel. Pour autant, prenons encore une minute pour apprécier ceci, que la totalité de l'infinie variété du monde se trouve déjà dans la réalité sensible, à ceci près qu'elle s'y trouve seulement en soi. C'est-à-dire que précisément, nous ne savons pas encore l'apprécier absolument. C'est uniquement dans ces développements les plus riches, les plus médiatisés et fécondés par les différentes figures ultérieures de la conscience qu'elle se révélera entièrement. Dans la réalité sensible pure, il y a déjà tout, mais un tout qui n'est rien encore si l'on s'efforce de cerner et d'isoler le sensible immédiat. En effet, avant que d'être beau, le soleil couchant est d'abord rouge, et le rouge n'est même pas le rouge si l'on ne le compare pas aux autres couleurs. Il n'est alors qu'une vague sensation indistincte, si pauvre en signification qu'il n'est en fait strictement rien. La statue de Condillac montrait bien comment un être qui ne serait pourvu que de l'odorat et qui n'aurait jamais connu que le parfum de la rose ne saurait même pas ce qu'est la rose ni même le parfum, et encore moins le monde. Un tel être serait tout entier parfum de rose, de sorte qu'en l'absence d'aucun contraste, d'aucune contradiction, rien n'existerait ni ne vivrait dans ce tout qui, à la pointe de sa totalité, se révélerait alors n'être aussi bien que le rien. C'est quand on commence à comparer des sensations que l'on bascule dans la perception, puis l'entendement. La certitude sensible, elle, est une étape logique qu'il s'agit de retrouver par-delà son oubli. Nous sommes toujours projetés dans le langage, le travail, le loisir ou n'importe quelle autre activité, en oubliant ce qu'ils doivent aux sensibles. Et il faut consentir à de grands efforts de concentration pour tenter de retrouver ce que peut être une pure sensation. Les artistes, par exemple, utilisent à dessein des sensations qui se veulent les plus épurées possibles pour mieux en apprécier les combinaisons. Mais le fait qu'ils donnent à voir différentes sensations nous plonge déjà dans la perception. La sensation serait peut-être permise par la simplification paroxystique qui mène au monochrome, soit le tableau par lequel l'artiste certes réussit à dire le sensible pur, mais en n'exprimant plus rien alors que le vide vertigineux du sensible pur.
Le peintre Claude Monet disait quant à lui: pour voir, il faut oublier le nom de la chose que l'on regarde. Cette phrase en dit long sur notre difficulté à séparer le sensible de l'esprit, tant les deux vivent l'un dans l'autre, dans le dialogue permanent et confus que la phénoménologie a précisément pour but de clarifier. On ne peut pourtant pas les décréter identiques, et c'est justement l'existence de l'esprit enfoui dans le sensible qui fera que la conscience ne peut pas se contenter d'y demeurer. Le sensible est travaillé de l'intérieur par l'esprit qui a besoin non de s'en extraire, non de s'en détacher, mais de s'y développer, de s'y épanouir. Le sensible est l'esprit en soi. Certains exercices de méditation s'efforcent de retrouver un peu de cette immédiateté de l'être, que la vie quotidienne charge et surcharge de 1000 préoccupations, idées, colères, craintes, croyances, d'une infinité de jugements qui nous emmènent toujours au-delà du sensible. Ce dépassement perpétuel et automatique du sensible nous permet une vie beaucoup plus riche, mais par ailleurs, l'oubli ou la négligence du sensible entraîne alors à son tour un rabougrissement de l'existence. Un coucher de soleil est beau parce que nous y voyons plus que des traînées de couleurs. Nous pouvons y pressentir jusqu'aux échos de notre condition humaine, mais seulement dans la mesure où notre esprit sait y rester littéralement sensible. Il faut donc s'emparer et bien s'imprégner de cette dialectique de l'esprit et du sensible qui ne sont rien l'un sans l'autre, qui sont l'un dans l'autre, dans une tension qui, loin de n'être que contradiction, est aussi approfondissement mutuel, révélation réciproque, révélation de l'être lui-même, dont la diversité, quoiqu'infinie, tient tout entière entre ces deux pôles. L'esprit est seulement en soi dans le sensible, et il sera en soi et pour soi dans l'esprit absolu. Il faut bien retenir ici que l'esprit ne sera jamais la fin du sensible, mais son développement. Il ne sera pas le dépassement du sensible, mais son dépassement, conservation. Pour le dire plus simplement, il est habituellement de bon ton de critiquer la superficialité à laquelle on devrait préférer la profondeur, mais la profondeur n'est pas la répudiation de la surface, elle est son épaisseur. Le ceci et le moi. Poursuivons en abordant les deux éléments centraux dans la dialectique de la certitude sensible, à savoir le ceci et le moi. Le sensible se présente comme infiniment riche, nous dit Hegel, mais riche d'un être qui est seulement être. Il est le royaume de ce qui est, simplement et immédiatement.
Il est d'abord ce qui est en général, avant que d'être une détermination particulière, avant que d'être ceci ou cela. À ce stade, le tout est si englobant qu'il n'est rien en particulier. L'être pur coïncide ici parfaitement avec le néant. Mais la conscience ne peut pas rester ainsi en état de rétention, en état d'apnée devant le monde. Pour qu'elle puisse être quelque chose, pour que le monde puisse être quelque chose, elle doit briser cette unité. Lorsque la conscience veut donc s'avancer dans le sensible, pour cesser d'être ce tout qui n'est rien encore, elle tente de saisir ceci, un ceci, une détermination quelconque. On pourrait dire une chose, mais pour être exact, ce serait trop tôt, car la chose n'interviendra que plus tard. Elle sera l'objet spécifique de la perception. Pour l'heure, la conscience tente de saisir un ceci, qu'elle désigne un ici et maintenant, un être là. Le ceci est l'acte de désignation si large et englobant qu'il n'a pas besoin d'être complété par une autre information. Si l'on pense devoir faire une distinction entre différentes sortes de ceci, c'est que l'on n'a pas compris ce qu'est le ceci dans toute son étendue conceptuelle. Il faut résister à tout réflexe de découpage et de classification. Il n'y a pas des ceci grands et des ceci petits, ou des ceci naturels et des ceci artificiels, etc. Ou plutôt, ce qui nous intéresse ici est justement de constater que tous les ceci, de quelque nature qu'ils soient, sont tous des ceci en général, en même temps qu'ils sont des ceci différents. Examinons cela. La conscience saisit donc un ceci, ou mieux, elle est un ceci. Mais hélas, elle est alors aussitôt embarrassée, puisque le ceci qu'elle désigne va fatalement se contredire. Tout ce que la conscience trouve en elle change en permanence. Le jour devient nuit, et l'arbre devient une maison dès que l'on tourne la tête. Pourtant, la nuit et la maison sont des ceci également. Un ceci disparaît toujours au profit d'un autre. La conscience réalise alors qu'elle ne saisit le particulier du ceci qu'en l'exprimant avec l'universel du langage. Tous les objets sont des ceci, tous les lieux sont des ici, tous les moments sont des maintenant. En somme, dans la sphère du sensible pur, puisque tout ne fait qu'être et rien de plus, alors ces étangs sont interchangeables pour la conscience. La conscience ne trouve pas des objets qui sont et d'autres qui ne sont pas. Elle ne trouve pas des objets vrais et des objets faux, encore moins des objets utiles et des objets inutiles, etc. Puisque ce que cherche la conscience est une vérité pure et éternelle, quelque chose de fixe et d'universel, elle bute sur l'infinie variété du monde toujours en mouvement. Elle cherche à dire l'être est ceci ou la conscience est ceci, mais elle ne le peut pas. Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Au quotidien, nous tombons constamment dans le piège qui consiste à croire que nous pouvons associer une pensée, un mot, un acte de désignation à un objet, alors que la cohérence glisse sur nos tentatives et tombe toujours en dehors. Nous nommons alors l'objet.
c'est-à-dire nous lui collons une étiquette, par incapacité à dire ce qu'est cet objet. Quand bien même la conscience voudrait tenter de saisir un objet de manière adéquate en le détaillant, elle ne ferait alors que trouver d'autres objets dans l'objet, et ce à l'infini. Voudrait-elle alors prendre du recul pour saisir le tout des objets ensemble, qu'elle serait sans cesse débordée par un nouvel ensemble toujours plus grand que celui qu'elle aura saisi. Espère-t-elle enfin fixer un objet dans sa réalité immédiate, qu'il va très vite changer de forme, de couleur, de position? Il faut donc renoncer à la naïveté avec laquelle nous croyons pouvoir dire ce qu'est un étang en le désignant, ce qui est tautologique, ou en le décrivant, la description n'étant qu'une désignation à l'intérieur de la désignation. La certitude sensible est ainsi une étape logique ou une figure de la conscience, la première figure, une totalité parfaite. Elle n'exclut rien, elle est l'accueil du tout, mais qui se brise toujours aussitôt pour jeter la conscience dans la négation, la contradiction. En effet, le sensible universel, le sensible en général, ne coïncide jamais avec aucun sensible particulier. Le sensible, sans jamais s'anéantir, nous l'avons vu, rien ne quitte jamais le sensible, n'est jamais égal à lui-même, il se contredit en permanence. L'universel dont la conscience aimerait se satisfaire se trouve être également habité par le particulier. L'universel ne meurt pas pour autant, mais il demeure hanté par le particulier qui lui interdit tout repos. Ce que la conscience espérait prendre comme une vérité universelle se contredit immédiatement, inévitablement, éternellement, de sorte qu'elle sera projetée dans une suite de renversements qui l'amènera à dépasser le sensible pur et immédiat, à reformuler sa définition de l'universel, dans le but de passer de cet universel contradictoire à l'universel sans contradiction. En attendant, un premier bouleversement a donc lieu pour la conscience. Elle découvre que c'est la visée de la conscience qui fait que le ceci est à tel moment un arbre plutôt qu'une maison. Dans la conscience, c'est maintenant le moi, le sujet qui devient déterminant, qui est le réel fixe, et l'objet est alors momentanément rabaissé au rang d'apparence fragile et superficielle. Hélas, ce moi subit alors à son tour le même effondrement. Il se disperse en des moi successifs et distincts, puisque c'est ce moi-ci qui voit l'arbre et ce moi-là qui voit la maison. Nous avons vu que le ceci, en général, est décomposable en une infinité de ceci différents et de ce fait contradictoires. Et il en va de même pour le moi. Tenter d'appuyer une fixité, une permanence sur le moi est une entreprise vaine, puisque tout en étant toujours le même moi, la conscience découvre le moi qui dit arbre, le moi qui dit maison, etc. Il n'y avait qu'un seul ceci, mais qui se révèle toujours différent parce que dépendant du moi. Il n'y a désormais qu'un seul moi, mais qui se révèle toujours différent puisque dépendant du ceci. La conscience
échoue donc à saisir la vérité du ceci, car il est constamment médiatisé par le moi, et le moi se révèle tout aussi inconsistant, car éternellement médiatisé par le ceci. C'est ce que veut dire Hegel quand il énonce que l'objet visé est l'essentiel et que le moi est l'inessentiel, puis par renversement que c'est le moi qui devient l'essentiel et l'objet visé qui devient l'inessentiel. Dans ce renversement, cependant, on n'a fait qu'observer la même contradiction sous ces deux angles opposés. On observe alors que, quelle que soit la façon d'aborder le sensible, il se révèle contradictoire. Il est habité par une seule et même éternelle contradiction dont les deux pôles, les deux côtés sont maintenant définitivement identifiés. La démonstration peut sembler complexe pour en arriver à cette conclusion simple et qu'on pourrait juger décevante. Mais bien saisir ce premier parcours de la conscience nous facilitera la tâche pour appréhender les étapes suivantes qui, quoique parfois plus difficiles, suivent toujours la même méthode. Cette étape est également, au passage, nous l'avons brièvement évoqué, une critique de la soi-disant évidence d'un monde extérieur qui ferait face à un monde intérieur, et également une critique de la remise en question de cette soi-disant évidence. Cette opposition binaire nourrit de nombreux débats philosophiques que Hegel prétend disqualifier en montrant ainsi leur caractère de mauvais infini. Il n'y a pas de monde intérieur et de monde extérieur, la réalité se trouvant ici et l'illusion là, c'est-à-dire un côté du réel étant le vrai et l'autre le faux. Pas plus qu'il n'y a de subjectivité déformante ou d'objectivité cachée. Il n'y a que la conscience qui cherche sa cohérence, qui cherche l'universel, puisque c'est là son seul critère immanent, et il se trouve qu'elle échoue à le saisir à même le sensible pur. Et rappelons que lorsque nous disons c'est là son seul critère immanent, cela signifie que c'est le seul critère qui lui soit propre, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un postulat, ni d'un critère extérieur qui nécessiterait alors d'être soutenu par d'autres critères encore, et ce, à l'infini. Rappelons également que c'est cela que Hegel appelle le mauvais infini. La pensée tombe dans le mauvais infini lorsqu'elle s'engage dans une impasse circulaire qui la fait stagner tout en lui donnant l'illusion d'avancer. Il n'y a donc, dans cette étape du sensible pur, qu'une seule réalité qui est pleinement contradictoire, d'une façon telle qu'on ne peut pas la couper en deux pour nommer telle partie vraie et telle autre fausse, ou encore telle partie arbre et telle autre maison. C'est plus tard que l'entendement, l'habitude, l'éducation, les conventions, voire les progrès du concept lui-même, diront ceci est un arbre, ceci est une maison. Les sens, à eux seuls, ne font que sentir des déterminations indifférentes, sans aucune valeur, sans aucune signification, à tel point qu'on peut noter que ces sensations ne sont même pas agréables ou désagréables à ce stade. Elles ne peuvent être qu'une ou multiples, et il s'avère qu'elles sont multiples, et donc contradictoires. Nous ne cherchons pas là à les dévaloriser. Nous avons dit plus haut que l'entièreté du monde reposera à jamais sur les sens et dépendra toujours d'eux, mais ils ne sont qu'une porte d'entrée sur le vide si nous en restons à cette étape. Une porte
qu'on pourrait peindre en couleur bleu clin. Il est finalement hors de propos pour le concept de souligner que le monde sensible est riche d'une infinité de choses différentes. Lorsque l'on dit que le monde sensible n'est que le ceci médiatisé par le moi, ou le moi médiatisé par le ceci, et rien de plus, cela signifie que la beauté, l'utilité, la dangerosité, etc., de tel ou tel objet, sont des aspects qui, à ce stade, sont tous engloutis dans le sensible d'une manière totalement et irrémédiablement confuse. Il ne s'agit pas encore une fois de mépriser, ni de glorifier, ni de simplifier le sensible, mais de dire que seule la structure de la conscience dans le sensible nous importe ici. Vouloir souligner que cet arbre est beau ou que cette maison est coûteuse reviendrait soit à rajouter du sensible dans le sensible, comme on verserait un verre d'eau dans l'océan, soit à anticiper fautivement sur l'avenir du sensible en y rajoutant de l'esthétique ou de l'économie qui n'existe pas encore dans la sphère du sensible pur. La seule question étudiée dans la sphère de la certitude sensible est celle de la cohérence ou de la non-cohérence du ceci et du moi, car, à ce stade, tout tombe dans le ceci ou le moi. Et le ceci et le moi, loin d'être des entités ontologiquement autonomes, découvrent qu'ils ne sont chacun que l'ombre de l'autre. On ne peut donc que prendre tout entière cette réalité sensible qui est entièrement contradictoire, mais sans que cela soit réellement un problème, puisque nous connaissons désormais la structure de la contradiction qui l'habite. La réalité sensible est tout entière et indivisiblement le ceci médiatisé par le moi, ou, pour le dire dans l'autre sens, le moi médiatisé par le ceci. Les deux formules sont parfaitement interchangeables. Nous connaissons maintenant la structure de la contradiction de la réalité sensible, qui du coup n'est plus vraiment contradictoire. Subir une contradiction, c'est être perdu en elle. En revanche, comprendre la contradiction, c'est-à-dire savoir qu'on l'a subie et savoir comment elle s'impose à nous, c'est résoudre la contradiction. Nous venons d'énoncer ce qu'est la contradiction du sensible, et il ne reste plus rien à identifier en elle qui resterait un mystère et qu'on aurait honteusement glissé sous le tapis, en se promettant d'y revenir plus tard. Il n'y a rien à dire de la réalité sensible, si ce n'est qu'elle s'épuise dans la contradiction ainsi exposée, et qu'il n'est alors plus adéquat de l'appeler certitude sensible. La contradiction de la certitude sensible étant pleinement élucidée comme étant le jeu du ceci et du moi médiatisés l'un par l'autre, la conscience ne s'appelle alors plus certitude sensible, mais perception. La perception est le concept qui récupère la contradiction de la certitude sensible. Elle est la certitude sensible dont la contradiction est totalement comprise plutôt que subie. La perception est la vérité de la certitude sensible. Et l'on comprend alors, après coup, pourquoi Hegel ne disait pas vérité sensible, mais certitude sensible. La certitude est l'en-soi de la vérité. Elle est la vérité qui n'est pas encore vérifiée. Elle est l'apparence problématique de la vérité, telle qu'elle reste encore à être élucidée. À l'inverse,
La vérité est donc la certitude vérifiée, le passage de la vérité qui est déjà vraie, quoique plongée dans une contradiction qui ne fait pas sens, à la même vérité, mais dont cette fois la contradiction est comprise et maîtrisée. Et le dépassement de la contradiction n'est pas alors l'annulation ou la mort de la contradiction. Il est la contradiction qui, parce que comprise, n'est alors plus contradiction, mais seulement structure. Tout ce qui se joue dans la certitude sensible continue à vivre et à se mouvoir en la perception, mais sans que cela ne pose alors de problème. C'est à la perception elle-même que la conscience va désormais demander des comptes. C'est à partir de la perception que la conscience va tenter de se trouver elle-même dans une cohérence pleine et finale. La conscience est à ce stade tout entière perception et elle n'a plus à se soucier de la certitude sensible. Elle n'a plus à s'y replonger. Tout ce qui s'y trouvait et tout ce qui y faisait contradiction a été récupéré par la perception, et c'est uniquement elle à présent qui doit être étudiée. C'est sur elle que repose maintenant tout espoir de progrès du concept. On peut même préciser que la perception permet justement à la conscience d'exister. La certitude sensible, quant à elle, n'est en fait pas une chose contradictoire, elle est la pure contradiction elle-même, de sorte que toute la richesse du monde sensible que nous évoquions plus haut se révèle rétrospectivement n'être qu'un en soi absolument sans existence d'aucune sorte. Le monde sensible ne peut exister que par la perception, dans la perception. La certitude sensible n'est plus. Elle est ravalée au rang de pur moment logique qui structure la perception. La certitude sensible s'est ramassée en un point logique, sans épaisseur, sans existence, sans réalité. Tous ces ceci, ces moi, ces arbres, ces maisons, ces fleuves, sont intégralement rejetés dans la perception, qui les récupère et les accueille en leur conférant leur nouveau statut ontologique d'objets perçus. Les objets perçus sont tous, sans exception, acceptés comme étant contradictoires, et c'est en cela que l'universel est sauvé et que le concept peut avancer. L'universel n'a pas été, par l'acceptation de sa nature contradictoire, perdu ou dégradé, bien au contraire. Il s'élève enfin à l'existence, puisque dans la perception, la conscience ne déplore plus l'effondrement, mais observe le changement. La certitude sensible s'est élevée à la perception, mieux elle est devenue perception. Lorsque l'on dit « chacun son opinion, chacun voit midi à sa porte », ce sont des phrases très banales et creuses, mais qui relèvent néanmoins de ce dépassement de la naïveté première du monde sensible. Ce sont des propositions qui ont intégré la perception. Il faut noter cependant que ce dépassement est d'abord inconscient et automatique, de sorte que le véritable dépassement est plutôt de réussir à retrouver, à rebours de l'habitude et des réflexes du sens commun, la naïveté de l'approche purement sensible qui est nécessaire pour justifier et fonder le recours à la perception. Cette approche exclusivement sensible est d'ailleurs d'autant plus difficile à retrouver qu'elle est une étape logique et non chronologique.
On ne la retrouve donc pas en s'efforçant de se souvenir, mais au contraire, et ironiquement, par un effort philosophique soutenu pour rétrospectivement conceptualiser le sensible. Conclusion. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette première étape du concept, fascinante par son degré de radicalité, qui permet à Hegel d'asseoir toute sa phénoménologie sur une base solide et qui rend obsolète de nombreuses discussions sur la nature de la perception. Hegel aurait pu commencer par la perception, mais il lui aurait alors fallu dire ce qu'est la perception. Et dire ce qu'est la perception, c'est précisément exposer la contradiction de l'approche sensible, soit énoncer l'irréductible incapacité de l'universel à se fixer sur le ceci ou sur le moi, chacun refusant obstinément de laisser l'autre en repos. C'est donc à présent, dans la perception, que la conscience va chercher la cohérence qu'elle n'a pas trouvée dans le sensible pur. Pour la conscience, la réalité de l'objet s'est effondrée pour laisser la place au savoir sur l'objet. Désormais, l'objet ne sera plus jamais saisi de façon immédiate dans une confiance naïve envers ce qui est. L'être n'est plus seulement ce qui est, il est à présent l'étant qui apparaît, l'étant qui est perçu. Nous disions que le sensible est le donné que la conscience reçoit passivement. Dans la perception, la contradiction est dorénavant impliquée et assumée, et la conscience est alors devenir, elle est mouvement. Mouvement qui est par exemple celui du passage du jour à la nuit, passage dans lequel la conscience n'est plus être, mais savoir. La conscience ne sait pas si le jour va revenir, elle ne sait rien de la rotation de la Terre autour du Soleil. Mais elle sait que le jour est devenu nuit, car elle a ces deux moments en elle. L'étant perçu est à présent abordé comme problématique, comme étant un objet d'expérience à travers le temps et l'espace, un objet qui appelle à intégrer et à gérer la contradiction entre plusieurs étangs différents, ou, ce qui revient au même sur le plan logique, entre différentes parties ou différents moments du même étang. La contradiction n'étonne plus la conscience, puisque c'est la contradiction elle-même que la conscience va prendre désormais pour objet. Elle va devoir comparer, rapporter, confronter, en somme, réfléchir les différents étangs qui se présentent à elle. Le monde sensible se trouve approfondi, il s'ouvre à sa propre richesse. Quand la conscience accepte de chercher l'unité du tout à partir de ses contradictions, le tout qui n'était rien vole en éclats, en une infinité d'éclats qui composent le monde perçu. La conscience ne cherche plus à saisir immédiatement le ceci, mais elle cherche à saisir par la médiation de la réflexion ce qui n'est alors plus le ceci, mais le quoi.
Le quoi, c'est le quelque chose que la conscience sait n'être qu'un ceci parmi d'autres. Le ceci était l'objet de la certitude sensible. La chose est le nouveau ceci, accepté comme étant contradictoire ou problématique. La chose est l'objet de la conscience dans la perception. Rappelons pour finir l'importance cruciale de prendre chaque mouvement de la conscience de façon dialectique. Dans toute la phénoménologie de l'esprit, le passage d'une figure de la conscience à une autre n'est pas un basculement brutal d'un monde à l'autre, mais l'approfondissement progressif d'un seul et même monde. C'est uniquement par souci d'intelligibilité que Hegel découpe en chapitres et en figures un mouvement de la conscience qui est en fait également, de la certitude sensible jusqu'à l'esprit absolu, mouvement continu et fluide. La certitude sensible, à peine posée, était déjà en train de solliciter par ses contradictions le recours à la perception. Elle était donc en quelque sorte déjà perception, mais perception inconsciente, perception en soi. De même, la perception tout juste évoquée va présenter immédiatement par ses propres contradictions la nécessité de la figure suivante, de sorte que le mouvement logique est ininterrompu. La certitude sensible est toujours déjà perception et entendement, etc., jusqu'à l'esprit absolu. Pareillement, l'esprit absolu sera toujours encore certitude sensible et perception et entendement et ainsi de suite. Ainsi faut-il garder en mémoire que les figures de la phénoménologie de l'esprit ne sont pas des briques distinctes qui s'empilent les unes sur les autres, l'une commençant là où l'autre s'arrête, et de telle sorte qu'on pourrait les étudier à part les unes des autres. Elles sont au contraire toutes le même monde, le même flux de vie unique et indivisible, qui se cherche à travers les métamorphoses de sa contradiction fautive. La contradiction, c'est justement la division de l'indivisible, qui, en conséquence, appelle à retrouver l'unité. Unité qui est à la fois origine et destination, vérité transparente et bonheur des sens.